Je vais peut-être, bon, j'avais prévu de faire l'intervention en arabe, mais ça sera juste une minute. Comme nous avons des amis étrangers, je parlerai en français. Donc, je voudrais juste vous présenter le professeur Maurice Moussa Kirano, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir ici. Il a participé à un débat avec Boulham Ayoun sur la question de l'État moderne et de l'extrémisme religieux. Aujourd'hui, donc, il est venu pour nous présenter son dernier ouvrage qui s'intitule Daesh, le barbare civilisé. Et donc, je lui donnerai la parole tout à l'heure, mais quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, à part ses étudiants, dire deux mots. Monsieur Moussaoud est lauréat de l'Université de Grenoble et de l'Université Mohamed V, où il a soutenu son doctorat d'État en 1988. Il s'intéresse essentiellement aux questions géopolitiques, sur la question aussi du Sahara marocain, sur laquelle il a déjà, je crois, produit 3 ouvrages, et sur les systèmes politiques dans les pays en voie de développement. Il dirige donc aujourd'hui le Centre d'études de recherche en sciences sociales et il est directeur également de la revue marocaine de sciences politiques. Donc sans tarder, je lui donnerai la parole pour vous présenter rapidement son ouvrage et nous passerons ensuite directement à la signature. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la direction de la Fondation de m'avoir permis cette opportunité pour faire quelques développements sur la question, pas tout à fait de Daesh, mais de ce qui a fait Daesh. Effectivement, j'ai eu l'occasion de participer à un débat avec Boulham Ayoun, très intéressant. Et je récidive avec cette invitation pour exposer un petit peu le contenu de cet ouvrage. Alors, quelques préalables avant d'aborder le vif du sujet. Je vous apprendrai en disant que les rapports internationaux sont dictés par les intérêts. Ce n'est pas une découverte. Les sentiments n'ont pas de place dans les rapports internationaux. On impute un propos à un secrétaire d'État américain disant cela dans les années 50. Les États-Unis n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont pas d'ennemis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents. Un autre propos qui signifie la même chose, plus ou moins dans un sens, c'est un président mexicain au début du siècle qui disait « Pauvre Mexique, trop loin de Dieu et trop près de l'Amérique ». C'est-à-dire la proximité avec un empire pose problème. C'est ce qui a été repris par un président de la Bolivie, le premier président d'origine locale, indien, Ivan Morales, disait que le développement n'est pas possible à côté d'un empire. En 2008, au moment de l'élection d'Obama. Un autre propos qui va dans le même sens, il a été tenu par la femme du Shah en 1979. La révolution a eu lieu en février, quelques mois plus tard, dans une interview vérifiable donnée à Paris Match. Elle avait dit qu'ils l'ont jeté comme un Kleenex, c'est-à-dire le Shah. Vous vous rappelez, ceux qui connaissent de ma génération et plus âgés que moi, ils savent qu'après la Révolution, il n'a pas trouvé lieu d'asile, sauf le Maroc, l'Égypte, l'Amérique, mais difficilement. Et puis même au niveau de l'hospitalisation, il y avait des problèmes pour être hospitalisé et donc soigné. Si on prend 70 années aujourd'hui, l'Amérique se désengage du Moyen-Orient en lâchant certains pays qui étaient des alliés. Je vais expliquer un petit peu dans quel sens et dans quel contexte les choses se sont en place. C'est-à-dire le propos de l'Amérique n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis permanents, il n'a que des intérêts permanents. Il y a des faits anciens et actuels qui expliquent cela.
Une fois, j'ai donné à un de mes étudiants, je ne sais pas quelle promotion, de me recenser le nombre d'interventions opérées par les Américains. Plus de 200. C'est un pays conquérant. C'est un pays de conquête. C'est un pays. C'est pas problématique, c'est un pays que c'est le propre de chaque empire. Ce n'est pas nouveau. Deuxième préalable, rapidement, c'est déconstruire une théorie de complot. Chaque fois qu'on dit que l'Occident malmène le monde arabe, musulman, etc., vous, les Arabes, vous ne faites que pleurer, que vous lamenter, alors que il n'y a pas de théorie de complot, il n'y a pas de conspiration. Les faits sont là. On est en train de détruire le Moyen-Orient et le Maghreb risque d'en pâtir. Le Maghreb risque d'en pâtir. La question Sahara, elle est importante d'imaginer, c'est-à-dire que ce n'est pas le Maroc en lui-même qui est visé, c'est le Maghreb. Et il y a deux facteurs accélérateurs et déclencheurs qui peuvent amener le chaos du Moyen-Orient vers le Maghreb. C'est la Libye, qui a une caserne à ciel ouvert, c'est le risque de l'implosion de l'Algérie. Et là, je ne badine pas. C'est un risque réel, parce qu'il y a un problème de succession de pouvoir dans ce pays-là. Ce n'est pas le cas du Maroc, où il y a le ciment, il y a la monarchie, il y a l'histoire, l'ancrage historique, etc. L'Algérie n'a jamais été, à quelques années près, une petite, je pars sous le contrôle des historiens, un petit tas des Hafsid, je pense. Je ne suis pas un historien, mais sinon, il y avait la conquête de l'islam, il y avait le Maroc, qui était plusieurs fois au Maghreb, il y avait l'Empire ottoman, et puis la colonisation française depuis 1830. Donc la théorie du complot n'est pas établie, c'est des réalités, c'est des situations objectives qui font. La meilleure illustration, c'est que deux pôles civilisationnels du monde arabe ont été totalement détruits, en l'occurrence l'Irak et la Syrie. Troisième préalable, les rapports entre Occident et Orient sont très compliqués, très complexes. Et ce qui, depuis, j'ai une liste de faits, je ne vais pas en parler, peut-être que vous allez pouvoir les découvrir dans le livre, depuis les guerres les croisés, les guerres des croisades, ça n'a pas cessé. Non, ce n'est pas une théorie de complot, ce n'est pas de la conspiration, ce n'est pas de la victimisation. C'est des réalités historiques établies et la réalité d'aujourd'hui aussi le confirme et le confirme. Donc, alors, qu'est-ce que je vais raconter dans cet exposé-là? Quelques questions rapidement. Pourquoi le livre? Quelle lecture doit-on faire de la situation et sur la base de ce livre-là? Quelle est la nouvelle géopolitique arabe? Comment se présente cette nouvelle géopolitique, c'est-à-dire les grands traits, comment ils se présentent rapidement aussi? Comment peut-on résumer la situation actuelle, le chaos, le cataclysme, le chambardement du Moyen-Orient et des risques de la contagion dans l'ensemble du monde arabe? Et enfin, le troisième élément, c'est là l'essentiel de mon ouvrage, même si dans mon ouvrage, les facteurs ne sont pas structurés comme je vais les présenter. Ils sont épars, ils traversent le livre, mais ils ne sont pas exposés d'une manière structurée à l'intérieur. Et là, je les présente, c'est une synthèse un petit peu de tous les facteurs que j'ai cités dans le livre. Alors, une petite vidéo de 5 minutes, et je vous dirai pourquoi.
deuxième vidéo rapide, 30 secondes. Alors là, cette vidéo, je ne l'ai pas faite. Elle a été transmise et mise par la chaîne Histoire. Voilà, il est là. Et j'expliquerai pourquoi. Sans commentaire. Dernière vidéo, 3 minutes. Alors, j'en ai une centaine sur les comportements des puissances en général vis-à-vis du monde arabo-musulman. Donc, et là, dans le papier central que j'avais fait sur Daesh, j'ai rappelé depuis les croisades tous les faits qui ont été commis dans ce rapport difficile, complexe. C'est pas évident. C'est le propre de toutes les puissances. Et là, je ne vais pas expliquer ça, c'est des faits qui sont rappelés dans l'ouvrage, c'est pas l'objet de... Et ça s'inscrit dans le même esprit des vidéos. Toute la pratique, à l'intérieur, toutes les guerres de religion, par exemple, commises à l'intérieur et entre les États européens, je passe sur ces comportements, ces attitudes, ces excès, ces exactions, ces massacres, même au XXe siècle, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, je reviens à mon plan, le pourquoi du livre, tout simplement, voilà pourquoi j'ai écrit. J'ai commencé à écrire au lendemain de la guerre, des massacres de Paris du 7 janvier 2015. J'ai pondu un papier, j'ai commis un papier le 11, 3 jours après. C'est le papier central qui est dans le livre. Je relève un petit peu tous les aspects de l'affaire, le rapport Occident-Orient, la question des massacres, la responsabilité, qui a fait quoi, etc. Et donc, vous le trouvez dans le centre du livre, c'est-à-dire sur le papier central, où si je me rappelle bien, c'est Daesh, les massacres, les attentats de Paris, encore l'explication qui manque. Voilà, c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai écrit ce premier papier, c'est parce que j'ai constaté, tout le monde l'a constaté, le traitement partiel et parcellaire et partial des médias, des décideurs occidentaux par rapport à ces faits-là. C'est-à-dire que les causes, on décrit la manifestation, l'aspect visible, les conséquences, mais l'origine, on l'évacue dans les médias, on le flotte dans le flot des informations continues, des chaînes d'informations continues. J'ai constaté aussi une hiérarchisation au niveau de la victimisation. Je rappelle de janvier 2015, la même semaine, Boko Haram massacre presque 3000 personnes. On ne parle pas des déplacés. La même semaine. Le 7 janvier, il y a eu le massacre de Paris. Alors, tout le monde était à Paris, et les Nigérians de Sudo, personne n'en parle. Deuxième fait, novembre. Le 13 novembre, le massacre de novembre, c'était tout à l'heure, si ma mémoire est bonne. 24 heures plus tôt,
Beyrouth Est, Beyrouth Sud-Est, il y a eu un attentat suicide. 40 ans. Personne n'en parle. Mauvaise décline. Donc, les vraies raisons de l'expansion du terrorisme, de cet islamisme violent, ne sont pas exposées. Donc, ce que j'ai cherché à travers ce livre, ce que je cherche à faire à travers cet exposé, c'est de dire pourquoi on est là, le monde arabe, et pourquoi il y a Daesh. Daesh n'est que le résultat d'un processus historique lent que je vais expliquer rapidement. Donc, il faut, dans le choix de l'approche de grille de lecture, faire le bon choix. Expliquer, comprendre, sans justifier ni légitimer. Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre, disait Spinoza. Donc, éviter des grilles de lecture biaisées, binaires, entre mauvais musulmans et bons musulmans, entre sunnites et chiites, et la confusion souvent faite, terrorisme, islamisme, intégrisme, etc. Autre préalable à expliquer, c'est que la situation socio-économique n'explique pas tout. Parce qu'on a tendance, dans toute la littérature écrite, d'ailleurs j'ai fait un papier, il y a un ouvrage qui a été publié, les 60 intellectuels, j'ai fait un papier qui a été publié, Réponse aux 60 intellectuels, où j'ai essayé un petit peu d'expliquer mon avis sur la question, la position des intellectuels en France par rapport. Si on exclut à peu près 3 ou 4 que j'ai eu connaissance de leur papier, quelques politiques, un général français et un général américain, si on exclut cette petite dizaine, tout le monde va dans le même sens. Donc la réponse, la cause n'est pas seulement socio-économique, c'est-à-dire la gléotisation, la marginalisation de la population de culture musulmane dans les périphéries ou dans les banlieues françaises, mais il y a autre chose que ça. Ça explique, mais c'est pas tout. La dimension effectivement géopolitique n'est pas intégrée dans l'explication. La réponse, c'est pas plus de sécurité, c'est pas déradicaliser, c'est pas les mesures sécuritaires, ce n'est pas la réponse adéquate. C'est pas la bonne réponse. Ça se passe là. Et lorsque je vais aborder le premier point sur les idées, c'est là où il faut travailler. C'est là pour déradicaliser, changer les mentalités, changer les esprits pour avoir autre chose que Daesh ou comme je l'ai dit tout à l'heure, déconstruire la prétendue théorie du complot. Chaque fois qu'on dit que le monde arabo-musulman, cela ne veut pas dire que c'est uniquement la faute des autres. Il y a des responsabilités que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, les véritables causes de ce désastre, de ce cataclysme, de ce chaos, ils sont là. J'en relève 3. D'abord, la situation comme elle se présente, c'est un constat affligeant et mortifère. Un monde arabo-musulman en miettes. Une peste fulgurante en mai-juin 2014 de Daesh. Expansion du terrorisme en Europe, en Afrique de l'Ouest. Cette situation-là ne pose un problème délicat. Le choix entre Daesh ou l'Iran, un régime autoritaire, autocratique, ou un régime